Amundi vient de lancer un nouvel ETF éligible au PEA, le Amundi MSCI World 2 fois Leverage. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est intéressant pour un investisseur particulier ou pas? C'est à effet de levier, il y a beaucoup de risques, on va essayer de comprendre ça ensemble. Il y a plus de frais que sur un ETF standard. Alors comment ça marche? Comment il est structuré? Et est-ce que c'est une opportunité ou plutôt un piège à éviter? J'en profite pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'Investir et que sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. Mais S'Investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos. Et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Donc ce nouvel ETF, son petit nom c'est le LWLD, donc pour Leverage World. Évidemment, ils l'ont rendu très accessible, donc c'est à peu près 5 € la part. Pour l'instant, il n'y a que 10 millions d'encours sous gestion. Il est capitalisant, donc ça c'est très bien. Les frais de gestion sont à 0,6% par an. Donc ça déjà, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne. Puisqu'on rappelle que la moyenne des ETF plutôt autour de 0,2% et donc prendre 0,6% par an de frais, eh bien déjà ça va gréver un petit peu la performance sur la durée. Pour vous donner un ordre d'idée, imaginons que vous investissiez 100 € par mois sur un ETF qui vous rapporte 10% par an pendant, on va mettre 20 ans. Voilà, donc avec 0,2% de frais, l'impact des frais serait de 1694 €. Avec 0,6%, l'impact des frais serait de 4 955 €. Évidemment que 0,6% impacte un petit peu la performance. Mais en même temps, il faut aller bien au-delà des frais puisque avec un leverage, finalement, les frais vont être assez gommés dans la volatilité et dans la performance potentielle de cet ETF. Donc, il faut évidemment pousser l'analyse plus loin que les simples frais. Donc, que fait précisément cet ETF? Il va répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l'indice MSCI World Leverage x2 et essayer de minimiser l'écart. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ce genre d'ETF, c'est que la performance qui est doublée, c'est la performance quotidienne. Et ce n'est pas la performance annuelle. Si le MSCI World au cours d'une année fait plus 10%, l'ETF MSCI World x2 ne va pas forcément faire plus 20%. Parce qu'il va doubler la performance, mais à l'échelle de la journée, donc uniquement tous les jours, et il va remettre à zéro cet effet de levier chaque jour. Et ça, pour bien le comprendre, on va prendre un exemple. Imaginons un ETF MSCI World et un ETF MSCI World x2. x2, mais avec du leverage quotidien. Ce que font tous les ETF leverage. Imaginons, un jour 0, ils partent tous les deux à 100 €. Jour 1, le MSCI World fait plus 1%. Donc un ETF MSCI World va valoir 101 €. Il va gagner 1%. On suppose qu'il a une réplication parfaite. L'ETF MSCI World, il va doubler cette performance quotidienne. Donc, au lieu de faire plus 1%, lui, il va faire plus 2%. Il va alors valoir 102 €. Le jour 2, eh bien, on a un jour de bourse négatif. On va faire du moins 0,99%. Alors, j'ai pas pris cette valeur au hasard. C'est pile poil la valeur qu'il faut pour que, à partir de 101, si vous faites 101 moins 0,99%, vous retombez à 100 €. Et donc, finalement, on voit que au jour 2, l'ETF MSCI World est revenu à sa valeur initiale de 100 €. Par contre, l'ETF MSCI World x2, lui, va faire une performance donc de moins 1,98%. Et là, eh bien, si vous faites le calcul, vous ne retombez pas à 100 €, vous tombez à 99,98 €. 2 centimes, ça paraît rien, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon le bêta slippage. Le fait que, comme on fait du levier sur la performance journalière, et bien peu à peu, on peut dériver de la performance doublée long terme. Et c'est la même chose s'il se passe une autre séquence où on commence avec 100 €. Le premier jour, on a une baisse, moins 1%. Le TF1 tombe à 99 €, le TF2 à 98 €. Le jour 2, on a une hausse, plus 1,01%. Donc l'ETF standard revient à 100 €, tandis que l'ETF x2 reste en dessous avec une performance négative. Il est à 99,98 €. Et donc, c'est ce qu'on voit en pratique. Si on prend des ETF qui existent déjà, avec le Amundi Nasdaq 100 x2 en bleu ici, et le Amundi Nasdaq 100 standard, eh bien, on voit que depuis le début de l'année,
Le x2 a fait 12% de performance, alors que le x1 a fait 4% de performance. On a dérivé, on n'est pas à 2 fois la performance, donc qui ferait 8%, on est à 12%. Alors là, ça a eu un effet bénéfique, et je vous expliquerai ensuite pourquoi, mais sur un an, typiquement, eh bien, le Nasdaq 100 a fait 17%, x2, on aurait dû avoir du 34%, mais le Nasdaq 100 x2 a fait que du 31%. Sur 5 ans, la différence est encore plus exacerbée puisqu'on a 122%, ce qui donnerait du 240% normalement pour le x2, qui est finalement à du 202%. Alors au passage, on remarque évidemment que on double la hausse, mais on double aussi la baisse chaque jour. Donc on peut avoir des baisses qui sont drastiques, hein. Donc on a beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de risques sur ces ETF. Donc forcément, c'est pas fait pour tout le monde. On a des montagnes russes qui sont exacerbées. On le voit ici, hein, au bout de presque 5 ans, on voit que l'ETF, il a tellement baissé ici avec les tarifs douaniers de Trump, etc. Donc en mars-avril 2025, qu'en fait sur 5 ans, là, il avait presque pas performé par rapport au Nasdaq 100 qui du coup est beaucoup plus équilibré et beaucoup moins risqué. Donc vous voyez que finalement après, heureusement qu'on a eu cette remontée et donc tous les investisseurs qui sont dessus ont pu profiter et ont eu vraiment un risque récompensé. Mais vous voyez que eh bien ça peut même tomber dans l'autre sens et puis évidemment que le Nasdaq x2 finalement peut amener moins de performance sur une certaine période en fonction de la volatilité des marchés, en fonction des tendances. Et même ici, il y a quelque chose d'assez intéressant en 2023 puisque on voit que le Nasdaq 100 donc ici depuis fin 2020, était vraiment en performance positive. Pendant ce temps-là, le Nasdaq x2, à cause de la séquence des performances journalières qu'il y a eu, on voit que la performance était négative. Ici, on voit donc que sur 2 ans, le Nasdaq x2 était à moins 19% contre le Nasdaq 100 x1 qui était à plus 4%. Donc déjà, ça, c'est quelque chose vraiment de primordial à comprendre. C'est beaucoup plus risqué, c'est beaucoup plus volatile et on peut avoir une performance finalement négative alors même que les marchés se sont plutôt bien comportés ou sont restés flat, mais à cause de la séquence de performance journalière qu'il y a eu, à cause de ce fameux effet de beta slippage, on a finalement une performance sur le x2 qui est devenu négative et bien négative, on a vu quand même moins 19%. Alors des ETF leverage, il y en a déjà beaucoup, surtout aux US. On a par exemple ProShares qui est un petit peu spécialisé dans ce marché-là. Donc ils ont des ETF même leverage sur des single stocks. Donc ça c'est même ultra risqué, par exemple du x2 sur Tesla. Ils ont même des ETF x2 sur des cryptos comme sur le Bitcoin. Ils ont même des moins x2, donc qui répliquent par contre mais en sens inverse. Donc c'est encore plus risqué. Donc il y a toutes sortes d'ETF leverage qui existent. Mais ce qui va nous intéresser chez ProShares, c'est qu'ils ont notamment une gamme assez ancienne. Donc pour voir ce qui s'est passé notamment sur le Ultra QQQ, qui est l'ETF x2 sur le Nasdaq le plus ancien. Donc 2006, il a été lancé en 2006. Il a connu la crise donc des subprimes à 2008. Et on voit hein, les énormes montagnes russes de cet ETF. Donc évidemment, le début, la courbe est complètement aplatie parce que aujourd'hui, le prix de l'ETF est devenu stratosphérique. Hein. On voit que depuis le début, on a plus 6000% de performance. Et ProShares, ils se sont pas arrêtés là puisqu'ils ont fait un TQQ, Ultra Pro QQQ. Donc c'est un Nasdaq x3 et donc qui existe aussi depuis 2010, donc assez ancien également et qui évidemment a eu des performances également stratosphériques, 24 000% de performance. Donc évidemment, certains voient ça comme le raccourci vers la richesse en bourse et vont miser des sommes assez importantes sur des ETF leverage en bourse. Or, on sait que c'est très risqué, que même si les marchés du coup sont positifs, la performance peut être négative et qu'à la moindre crise, crack assez conséquent, eh bien, on va avoir une chute drastique de l'ETF. Si les marchés font peut-être moins 30, moins 40, on peut facilement voir l'ETF faire du moins 60, moins 70, peut-être moins 80%. Et ça, c'est énorme. Et si vous avez placé beaucoup d'argent, eh bien, c'est sûr que vous allez très mal dormir la nuit, que vous allez potentiellement vendre au pire moment et faire des erreurs terribles ensuite pour vos finances. Alors évidemment, comme les marchés sont structurellement haussiers, comme les tendances long terme sont plutôt
haussière, eh bien, avoir un petit peu par contre de leverage en portefeuille peut être censé pour certains types d'investisseurs avec des profils à tolérance au risque notamment élevés, des horizons long terme. D'ailleurs, j'en parle en profondeur dans le programme LBD, mais il y a plusieurs papiers de recherche qui ont montré que finalement ajouter du levier alors avec modération mais de manière optimisée, de manière intelligente, eh bien ça porte ses fruits sur le long terme. Et d'ailleurs, les chercheurs ont montré qu'une bonne exposition au marché était entre un x1 et un x2, x2,5 max. Qu'un x3, c'est déjà trop finalement. Là, on s'expose à beaucoup trop de risques. Et là, c'est vraiment déraisonné. Mais donc finalement, avoir un petit peu en portefeuille de leverage, si vous êtes un profil vraiment long terme, à tolérance au risque élevé, ça peut être sensé. Ça peut être d'ailleurs bien plus sensé que quelqu'un qui a 50% en cryptoactifs par exemple dans son portefeuille. Donc en satellite portfolio, en effet diversificateur un petit peu, en prenant une exposition vraiment maîtrisée, et bien finalement ça peut être pertinent. Et donc si on revient à cet ETF donc de chez Amundi, alors évidemment en composition, eh bien on va retrouver derrière le MSCI World. Alors il y a un panier de substitution parce que c'est une réplication indirecte, ce qui permet d'ailleurs à l'ETF d'être éligible au PEA. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On sait que les ETF sur PEA, c'est une superbe opportunité. Donc si vous voulez investir dessus, avant d'investir, je vous recommande fortement de regarder la fiche de l'ETF, le document d'information clé. Évidemment, notamment au niveau de l'indicateur de risque, on est à un niveau 6 sur 7. On pourrait presque même être sur du 7 sur 7 ici. Donc ça peut être très volatile. On est à des frais élevés, 0,6 comme on l'a vu. Donc en tout cas, ça donne un message positif pour les investisseurs ETF, puisqu'on voit que Amundi, que BlackRock, que BNP, etc. continuent de produire de nouveaux ETF sur PEA et qui veulent vraiment adresser le marché donc des épargnants français qui veulent investir à long terme de manière optimisée, fiscalement notamment, donc via le plan épargne en action. Donc on s'attend à plus d'ETF sur ce support, à plus de compétition, plus de concurrence, et tout ça, pour l'instant, c'est plutôt très bénéfique aux épargnants et aux investisseurs. Dites-moi en commentaire si bien vous allez ajouter cet ETF à votre portefeuille, si vous avez déjà de l'effet de levier dans votre portefeuille. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.